Matin Première. L'invité du 7-9. Et notre invité ce matin, c'est Monseigneur Léonard, que l'on retrouve en direct du Vatican. Bertrand, on va parler ce matin du Concile Vatican II. Oui, car cela fait pile 50 ans, le 11 octobre 1962, que s'ouvrait ce Concile Vatican II, un événement très important pour l'Église catholique qui cherche à se moderniser, à s'adapter au XXe siècle. Et la conséquence la plus spectaculaire, ce sera la fin de la messe en latin. Et c'est un anniversaire qui intervient alors que, on le sait évidemment, le Vatican est frappé par des luttes de pouvoir, comme on l'a démontré avec le procès du majordome du pape. Il y a une baisse de fréquentation continue des églises en Europe et puis des scandales de pédophilie aussi dans plusieurs pays. Monseigneur Léonard, bonjour. Bonjour. On va évidemment parler de tous ces sujets, mais avant sur l'anniversaire de Vatican II, qui devait être une réponse à la sécularisation, à l'érosion des pratiques en Europe. Manifestement, sur ce point-là, ça n'a pas fonctionné. Est-ce qu'il faut aujourd'hui tourner la page de Vatican II et penser à un Vatican III ? Certainement pas. Vatican II n'est pas derrière nous, il est, je dirais, surtout devant nous. Vous savez, il faut d'ordinaire un bon siècle pour digérer un concile, et le concile Vatican II est encore largement une terra incognita, une terre qu'on n'a pas tout à fait et suffisamment explorée. Donc, il est encore devant nous comme un programme, une très grande inspiration. Oui, vous dites aussi, comme le pape, que c'est toujours la boussole de l'Église. Quand vous faites le bilan de Vatican II, vous vous dites qu'on doit en rester là ? En rester là, non, mais il est vraiment une boussole. Et je trouve que les textes de Vatican II, quand on les reprend, quand on les relit, on va faire ça beaucoup pendant les années qui viennent, sont des textes très, très inspirants. Et on a toujours intérêt à les retravailler et à les mieux comprendre. On dit souvent de Vatican II que finalement il n'a pas satisfait grand monde. La frange la plus moderniste ne le trouvait pas assez moderne et la frange la plus conservatrice ne le trouvait pas assez conservateur. Quelle est votre position à vous, Monseigneur Léonard ? Je trouve que ce concile est une inspiration qui demeure parfaitement d'actualité, mais tout dépend de la manière dont on le lit, dont on l'interprète. C'est un fait assez évident que aussitôt après Vatican II a commencé un déclin assez notoire de l'Église, en tout cas dans les pays d'Occident. Chute des vocations, départ de beaucoup de prêtres. Alors, les intégristes disent, voilà, c'est la preuve que le concile était mal inspiré, qu'il y avait des erreurs dans le concile. Je ne pense pas. Pas du tout. Il s'agit plutôt d'interprétations qui ont été légères, pas vraiment fidèles à l'esprit des textes. Oui. Par exemple, vous avez cité un exemple tout à l'heure faux, disant le premier résultat qu'on a vu du concile, c'est la suppression de la messe en latin. Le concile demandait au contraire que l'on continue à considérer le latin comme la langue première de la liturgie. Oui, mais c'est l'ouverture à des langues vernaculaires, exactement. C'est pas la suppression, c'est l'ouverture. C'était oui, une ouverture encore fort timide, mais après s'est développée toute une série d'initiatives qui n'étaient pas demandées, encore moins voulues par le concile, et qui ont donné l'impression que la liturgie est une chose que l'on fabriquait, que chacun fabriquait un petit peu à sa guise, mais ça c'est une question d'interprétation, d'où l'intérêt de revenir à la source, aux textes qui sont toujours d'une inspiration parfaitement équilibrée. Si je vous entends bien, André-Joseph Léonard, on a eu une lecture après 1962 du Concile Vatican II trop moderniste, entre guillemets. On en a retiré que certains éléments et on n'a pas pris ça comme un ensemble. Si je vous entends bien, c'est ce que vous dites. Il y a eu toutes sortes d'interprétations. Il y en a eu qui ont été parfaitement dans la ligne de ce que le Concile demandait et voulait. Il y en a qui ont été infidèles non seulement à la lettre, mais aussi à l'esprit du Concile. Par exemple ? Eh bien, dans le domaine de la liturgie, je vais déjà citer un exemple, mais dans le domaine de la compréhension de l'Église, par exemple, le Vatican II a voulu, dans la Constitution, Lumen Gentium, que l'on parle d'abord de l'Église comme peuple de Dieu, et ensuite seulement de la hiérarchie, des laïcs et de la vie consacrée. Certains en ont tiré la conclusion, mais tout à fait étrangère à l'esprit du Concile, que la hiérarchie serait une simple émanation du peuple de Dieu, un peu comme nos députés sont l'émanation, par un vote, l'émanation du peuple. C'était pas du tout ce que voulait dire le Concile, mais certains l'ont interprété comme cela. Oui. D'où l'insistance de Benoît XVI, que je partage tout à fait, de faire une lecture du Concile, aujourd'hui, qui soit dans
dans un esprit de continuité, pas dans un esprit de rupture avec ce que voulait le Concile. Oui. Vous participez à Rome au synode des évêques consacré, je vais citer, à la nouvelle évangélisation pour la transmission de la foi chrétienne. Qu'est-ce que doit faire l'Église, André-Joseph Léonard, pour attirer de nouveaux croyants et qu'elle n'a pas encore fait depuis 50 ans? Parce que ce constat d'une baisse de fréquentation des églises en Europe, l'Église catholique, ça fait 50 ans qu'on le fait. Et il y a eu plein de solutions qui ont été imaginées, ça n'a jamais fonctionné. Qu'est-ce qu'on doit faire, l'Église en tout cas, doit faire maintenant si elle veut reconquérir de nouveaux fidèles, André-Joseph Léonard? Elle doit moins s'occuper d'elle-même. Nous avons une Église qui, surtout en Occident, est beaucoup trop institutionnelle. Et elle a tout intérêt à devenir plus humble, plus modeste, à moins parler d'elle-même, à davantage écouter et le Seigneur, et son Dieu, et le monde. Donc une Église, je dirais, moins encommissionnée, mais surtout une Église priante, adorante, qui se laisse inspirer par l'Esprit Saint, plus prophétique, et aussi une Église à l'écoute des besoins des gens, des besoins du monde. Et je crois que c'est vers cela que l'on s'oriente. Le synode qui est en train de se dérouler actuellement va manifestement dans cette direction et je m'en réjouis beaucoup. J'ai lu l'intervention de l'archevêque de Washington en ouverture du synode qui s'est livré à un réquisitoire assez sévère contre la modernité, notamment en pourfendant le matérialisme et le relativisme. La solution, ça passe par quoi, Monseigneur Léonard? L'idée que la religion catholique doit redevenir la conception qu'elle avait d'elle-même, la vérité absolue, il n'y a rien en dehors de l'Église, ou est-ce qu'il faut garder cette idée de Vatican II qui était quand même l'idée d'œcuménisme et d'ouverture? Il faut certainement garder cela, et je trouve que le synode est un beau lieu actuellement d'ouverture écuménique. Hier, par exemple, on a entendu une longue intervention du primat de l'Église anglicane, de l'Église d'Angleterre, Rowan Williams. C'était un événement écuménique important. Donc, et notre pape actuel, Benoît XVI, est très soucieux de cette ouverture écuménique et la pratique de manière très, très vivante, très exemplaire. Donc il ne faut certainement pas revenir à une mentalité de condamnation, de suspicion. Il faut garder cet esprit d'ouverture qui a caractérisé Vatican II, mais en étant lucide sur certains dérapages parfois dans la conception de cette ouverture, mais qui demeure absolument indispensable. Monseigneur Léonard, on le disait, la page des affaires de pédophilie semble bien difficile à tourner. Cette semaine encore, nouvelle polémique avec le centre d'arbitrage chargé d'indemniser les victimes de pédophilie donc en Belgique et au sein de l'Église. Certains témoignages laissent penser que l'Église achèterait le silence des victimes. C'est ce que dit un député SPA, indemnisation des victimes contre silence. Est-ce que c'est ça qui se passe? Vraiment pas. J'ai été très surpris de lire sur Internet cette intervention de M. Lantait. Il a peut-être ses raisons de penser cela, mais en tout cas, jamais jusqu'ici, quelqu'un ne s'est plaint dans le milieu parlementaire du fonctionnement de cette commission d'arbitrage qui a été instituée avec en parfaite concertation entre l'Église et les parlementaires. Donc c'était une procédure mais tout à fait démocratique, et s'il y avait eu à se plaindre de quelque aspect que ce soit, on aurait pu le faire dès le début. Il y a un dispositif de confidentialité qui a été prévu dès le départ, c'est ça que vous dites? Il ne faut pas le remettre en cause? Mais c'est ce qui était prévu, pas par l'Église, mais ce qui était prévu dans les contacts que les deux évêques référendaires, Monseigneur Bonny et Monseigneur Arpidi, ont eu avec le monde, avec la commission parlementaire spéciale pour traiter ce problème. Non, je ne vois pas pourquoi il y a maintenant une polémique sur quelque chose qui était fait en plein accord entre les deux parties concernées. Avec 3 ans, autre sujet, 3 ans de prison pour le majordome du pape pour avoir divulgué des documents confidentiels du pape. Il dit, lui, avoir agi par amour de l'Église afin de démontrer que le pape était coupé des réalités, était enfermé par son entourage. Est-ce que cette affaire ne démontre pas, André-Joseph Léonard, que l'institution vaticane manque de transparence? Je n'ai pas d'avis sur la question, parce que je ne connais pas ce dossier. Je vis très peu à Rome. Je n'ai aucune information directe sur ce qui s'est passé, ce qui se passe. Et donc, sur les choses que j'ignore, je préfère, et il y en a beaucoup, sur les choses que j'ignore, je préfère ne pas m'exprimer. Allez, en 30 secondes, on vote dans 3 jours pour les élections locales. Beaucoup s'attendent à une victoire des nationalistes de l'NVA au nord du pays. Est-ce que le nationalisme représente une menace pour vous, André-Joseph Léonard? Pour moi, personnellement, non. Mais tous les nationalismes, je pense, ont
s'ils sont... avoir le sens de l'appartenance à un pays, de l'appartenance à une nation, à un groupe culturel, ça je pense que c'est important. Mais dès que ça s'accompagne d'un esprit de fermeture, alors c'est tout à fait regrettable. Est-ce que c'est le cas de la NVA en Flandre ? Est-ce que c'est le cas de la NVA en Flandre ? Bon, je ne sonde pas les reins et les cœurs. J'espère que non. J'espère que dans le contexte de l'Europe, on ne va pas aboutir à des nationalismes qui seraient si fermés qu'ils institueraient une sorte de clôture par rapport au concert des nations. J'espère que non. En tout cas, la raison plaide en faveur d'un sens national, mais toujours marqué d'une ouverture. Merci André-Joseph Léonard d'avoir répondu. Je me permets de vous renvoyer, si vous voulez encore... Très rapidement. Oui, si on veut s'intéresser au Concile Vatican II hier et aujourd'hui, je vous renvoie au web documentaire de infocato.be. Vous trouverez là tous les renseignements utiles. L'info est passée. Merci bien. Pascal Claude.